otages français retenus en Irak et au Koweït seront à Paris d'ici 2 jours. Ils seront rapatriés par des avions irakiens. Consensus retrouvé dans la classe politique française qui s'est réjouie de la décision unilatérale irakienne de libérer les otages. Le corps du pasteur Doucet, très probablement découvert en forêt de Rambouillet. Les expertises devraient le confirmer dans quelques jours. Enfin, grande manifestation à Paris et dans une dizaine de villes de province. Le mouvement lycéen prend de l'ampleur et la contestation fait tache d'huile. Bonsoir, Saddam Hussein veut gagner l'amitié de la France. Le dictateur irakien a exprimé ce vœu dans un entretien accordé à un hebdomadaire algérien. L'Irak, précise-t-il, ne ménage pas ses efforts pour y parvenir. Drôle de conception. Saddam Hussein considère comme un effort le fait de libérer des ressortissants qu'il détenait en otage. Ces otages se trouvent toujours en Irak et au Koweït. Ils attendent avec l'impatience qu'on imagine leur retour en France, mais ils ne savent pas encore à quel moment et dans quelles conditions ils seront libérés. Laurence Bobillier. Pour eux, le séjour forcé à Bagdad s'achève bientôt. Ils rentreront dans les jours prochains à Paris, peut-être dès vendredi. Le scénario proposé par Bagdad reste ce soir le plus probable. Un avion de l'Iraqi Airways partirait de Kuwait City avec à bord les 77 Français encore retenus là-bas. Avant de rejoindre Paris, l'appareil ferait escale à Bagdad où tous les Français présents en Irak sont regroupés, y compris les 67 placés jusqu'à présent sur des sites stratégiques. Dans ce cas, aucun émissaire français ne se rendrait en Irak. Pour rapatrier les otages, 2 autres scénarios sont préconisés par Paris. Un avion d'Air France avec à son bord Georgina Dufoy pourrait effectuer le vol Kuwait City-Bagdad-Paris. Dernière possibilité, un vol irakien acheminerait les Français jusqu'à Amman en Jordanie. De là, un Airbus d'Air France les ramènerait à Paris. Toutes ces hypothèses sont discutées en ce moment même au Quai d'Orsay. On imagine bien sûr ce soir l'immense joie des familles des otages qui vont être libérés. Hier soir, ils prenaient encore avec prudence les déclarations irakiennes, mais la confirmation d'aujourd'hui et les détails donnés sur le processus de libération les a complètement rassurés. Ce soir, pour eux, c'est la fin de 3 mois de cauchemar. Témoignage d'une femme d'otage recueillie par notre station de Marseille. Pas encore, je crois que tant que je ne l'ai pas vu, je sais pas, j'arrive pas à réaliser que ça puisse être vrai, hein, finalement. Je sais pas. Vous pensez qu'il va vous téléphoner tout prochainement? Oh non, non, je pense pas. Il est peut-être un peu angoissé et je crois qu'au téléphone on pleurerait tous les deux et il me dirait rien de plus, finalement. Non, non, je pense pas qu'il me téléphone. Vous allez pouvoir dormir maintenant? Ah, cette nuit, j'ai pas dormi du tout. Non, non, j'étais tellement angoissée et puis j'ai toujours un nœud là et... Je crois que non, tant que je ne le vois pas, les nuits vont être longues. Et tout le monde ce soir se pose la même question. Pourquoi Saddam Hussein a-t-il décidé de libérer les otages français et pas les autres? Une réponse vient aussitôt à l'esprit pour affaiblir et diviser la coalition anti-irakienne. Sur ce point, Saddam Hussein sera déçu. La France ne veut pas être dupe, mais en se démarquant quelquefois de la position américaine, la France peut tout de même donner à Saddam Hussein le sentiment d'être à part. Joël Hazard. C'est l'effet blocus qui commence à agir, diront les hommes politiques qui voient dans ces libérations d'otages un infléchissement de l'intransigeance de Saddam Hussein. Certes, le président irakien, visité en rêve par le prophète Mahomet, lui conseillant de quitter Koweït, cherche désormais une issue honorable à la crise. Mais son geste unilatéral à l'égard de la France répond plus précisément à des signes d'ouverture que Paris multiplie depuis un mois. Bagdad a saisi la perche que constituait pour l'Irak le discours du président Mitterrand aux Nations Unies, relançant le principe d'une conférence internationale sur le Proche-Orient. De même, le redéploiement de nos troupes en Arabie Saoudite vers l'arrière des forces arabes a été perçu par l'Irak comme un changement radical, à savoir un recul français par rapport à l'option militaire toujours brandie par Washington. Nombre de déclarations françaises appelant aujourd'hui à ménager une issue négociée à la crise, Paris devient pour Bagdad le chantre de la paix. La position française est tournée vers la paix. Les médias français et les Français se manifestent en faveur d'une solution pacifique à la crise. Et puis, la diplomatie française a préservé ses contacts privilégiés avec le monde arabe, tout compte fait Bagdad mise sur la France. Le gouvernement français tente tout de même de dissiper tout malentendu. L'indépendance et l'autonomie qu'il manifeste à l'égard de ses alliés ne le fera pas pour autant tomber dans le piège tendu par Saddam Hussein. La France exige toujours le retrait du Koweït,
Michel Rocard l'a rappelé à l'Assemblée nationale. Une position très ferme, approuvée par l'ensemble de la classe politique française, à l'exception bien sûr du Front National. C'est ce que l'on a pu constater cet après-midi dans les couloirs du Palais Bourbon. Jérôme Catala. Au milieu d'un après-midi pourtant agité, les polémiques se sont tues un moment quand la prochaine libération des otages français en Irak a été évoquée. Et sur tous les bancs, le silence s'est fait pour écouter le Premier ministre, comme pour bien montrer que sur ce point, au moins, existait une certaine unanimité. La France, premièrement, ne peut que se féliciter d'une décision unilatérale qu'elle n'a ni cherché à négocier, ni souhaité, et qui lui rapatrierait ses ressortissants. Deuxièmement, la France n'entend pas pour autant rompre en quoi que ce soit une solidarité internationale sur le respect des droits de l'homme et la libération de la totalité des otages de tous les pays, en même temps que la libération du Koweït, État souverain. Excepté l'unique représentant du Front National étrangement absente cet après-midi, l'ensemble des députés a bien accueilli la fermeté du Premier ministre et a condamné l'attitude du parti de Jean-Marie Le Pen. Ce qui se passe en ce moment manifeste d'une manière qu'on peut mal définir pour l'instant, un certain succès du blocus, de l'embargo. Il faut donc poursuivre notre action et faire en sorte qu'après avoir mis un genou à terre, Saddam Hussein mette les deux genoux à terre. Sur ce qui est du Front National, je n'admets pas des problèmes de préoccupation et je pense que le pays sera sanctionné, Monsieur Le Pen, dans ses propos en ce qui concerne précisément cette récupération. Je trouve parfaitement méprisable que des gens cherchent à récupérer des voix alors qu'il faut récupérer des hommes. Mais cette belle unanimité ne s'est manifestée que sur la crise du Golfe, l'opposition ayant trouvé un nouveau cheval de bataille avec la grogne des lycéens. Réaction aussi très claire de Valéry Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République s'est réjoui de la libération des otages français en approuvant la politique du gouvernement. On l'écoute. Les otages français sont libérés, tant mieux. Mais bien entendu, nous nous préoccupons du sort de tous les otages, c'est-à-dire de tous les otages des pays amis et alliés dont nous sommes solidaires dans cette circonstance. Est-ce que la position d'un pays qui vient de rapatrier 300 otages peut être la même que celle d'un pays qui en a encore une centaine ou plus sur place comme bouclier humain? Bien entendu. Ce sont des décisions unilatérales de l'Irak. Ces décisions d'arrestation des otages étaient inacceptables. Le fait de les libérer, c'est simplement mettre fin à une situation inacceptable. Ce n'est pas se créer un droit vis-à-vis de qui que ce soit, et en particulier pas vis-à-vis de la France. La réaction de Valéry Giscard d'Estaing est révélatrice. Saddam Hussein a en fait contribué à ressouder la classe politique française. Jean-Marie Le Pen est bien seul, Arlette Chabot. Oui, tout à fait. Effectivement, depuis quelques jours, on peut dire que les Irakiens essaient effectivement de renouer le dialogue avec la France. On l'a dit, non seulement en libérant les otages, mais aussi il y a eu une série de déclarations rendant hommage à François Mitterrand, célébrant l'amitié franco-irakienne passée et saluant tous ceux qui, en France, se sont déclarés favorables à une logique de paix contre une logique de guerre. Aujourd'hui, personne n'a répondu à cet appel au dialogue de l'Irak, ni le président de la République qui est resté silencieux, ni, on vient de l'entendre, la classe politique française. Donc finalement, les Irakiens aboutissent aujourd'hui à l'effet inverse, c'est-à-dire que la France est obligée de réaffirmer sa solidarité internationale et ce sont les propositions de paix de François Mitterrand qui sont aujourd'hui fragilisées. Le seul interlocuteur, évidemment, à proposer ses services et à accepter le dialogue, c'est bien Jean-Marie Le Pen. Seulement Jean-Marie Le Pen, condamné par l'ensemble de la classe politique française, et semble-t-il aujourd'hui récusé par ces mêmes Irakiens. C'est évident, l'ambassadeur d'Irak, il y a un mois, saluait les idées courageuses et originales de Jean-Marie Le Pen, vient de déclarer aujourd'hui qu'il ne lui donnerait pas de visa pour se rendre en Irak. Donc Jean-Marie Le Pen semble ce soir essuyer un échec, il ne fera pas le bon coup escompté. Et du côté de l'Irak qui misait sur une certaine faiblesse de la France, eh bien ce soir elle a sans doute renforcé sa détermination. Merci Arlette. N'oublions pas les autres otages. Saddam Hussein retient en effet toujours entre 3 et 5 000 otages. Ce sont en majorité des Britanniques, des Américains et des Italiens. Aucune mesure de clémence pour eux. Ils sont toujours sous haute surveillance à Bagdad, au Koweït ou pire, sur des sites stratégiques. Philippe Pister. Si l'ensemble des Français retenus en Irak et au Koweït sont effectivement libérés, il devrait y rester entre 3 000 et 5 000 otages occidentaux. Officiellement, ces invités de l'Irak, entre guillemets, ne devraient être libérés que lorsque Bagdad s'estimera à l'abri d'une attaque militaire. Depuis le 11 octobre, depuis ce dernier charter autorisé par Bagdad à évacuer 400 ressortissants étrangers, femmes et enfants essentiellement pour raisons humanitaires, l'Irak a seulement laissé sortir une cinquantaine de personnes au gré des visites de personnalités importantes ou amis, toujours entre guillemets, du régime. Exemple, ces 14 Américains hier ramenés par le président des amitiés américano-irakiennes ou ces 33 Britanniques, également libérés hier soir, en vertu de la visite de leur ancien Premier ministre, Edward Heath.
Les Britanniques, le groupe d'otages occidentaux le plus important, il en resterait 1500. On compte également 316 Américains, dont 106 sur des sites stratégiques. 327 Japonais, 141 sur site, bien que le Japon ne soit pas présent dans l'armada anti-irakienne. 320 Italiens, certains font la grève de la faim. 305 Allemands, plus de 70 sur site stratégique. 25 Portugais viennent à l'instant d'être libérés, il en resterait une douzaine. Reste, hors occidentaux, le cas à part des techniciens soviétiques, il en resterait 5000. De part et d'autre, ils ne sont considérés ni comme otages ni comme invités. Leur départ fait l'objet de négociations bilatérales. Nous l'avons vu il y a un instant, à l'exception de Jean-Marie Le Pen, tous les hommes politiques français estiment que la libération des otages français est due à la fermeté du gouvernement et de François Mitterrand. Mais c'est un sentiment qui n'est pas forcément ressenti par nos alliés. Aucune réaction politique et aucune condamnation officielle de la France au lendemain de l'annonce de la libération des otages français. Mais dans les couloirs du Parlement européen, on pouvait nettement sentir une irritation de certains parlementaires, peut-être même une suspicion vis-à-vis de la France. Reportage de notre rédaction européenne à Strasbourg, Laurent Andrès. Tous pour un et un pour tous. Cette règle, le président du Conseil européen, Gianni De Michelis, l'a hier encore formulée en répétant que les otages devaient être considérés en somme comme les premiers véritables citoyens de l'Europe. Si bien qu'aujourd'hui, ici au Parlement, même si les réactions politiques sont toutes positives, l'atmosphère dans la salle de presse, par exemple, est à une certaine inquiétude quant à l'avenir du Front commun des 12. Ainsi, en Allemagne, où Willy Brandt, lui, a annulé aujourd'hui même, par solidarité occidentale, un voyage à Bagdad. Ainsi, en Italie, où l'on titrait ce matin sur la séduction de la France par Saddam Hussein. Ainsi, en Grande-Bretagne, enfin, où la libération des Français s'ajoute à la polémique autour du voyage à Bagdad de l'ancien Premier ministre Edward Heath. Il y a toujours le souvenir de l'alliance entre la France et l'Irak pendant la guerre, l'Iran et l'Irak, et le commerce français dans le fil de désarmement donné au régime irakien. Donc il y a un soupçon toujours. Et un petit soupçon. Pour d'autres qui ont moins d'otages là-bas, c'est l'indifférence qui domine. Mais personne ici ne doute qu'il y a eu d'une façon ou d'une autre cavalier seul français pour obtenir ces libérations. Interrogation également aux États-Unis qui craignent une division de la coalition anti-irakienne et qui tentent de la prévenir en montrant eux-mêmes leur détermination à l'égard de l'Irak et en le montrant sur le terrain. En Arabie Saoudite, les forces alliées continuent en effet d'arriver et les troupes se mettent en place. Le contingent le plus important est de loin celui des Américains. Reportage au sein des GIs en Arabie Saoudite. Reportage de nos envoyés spéciaux Jean-François Dumont et Christos Camillieris. Depuis plus de 2 mois, plusieurs centaines d'avions civils américains ont été réquisitionnés par le gouvernement des États-Unis. 200 000 hommes sont déjà à pied d'œuvre dans la seule province orientale de l'Arabie Saoudite, venu compléter le plus formidable dispositif naval jamais mis en place par des marines alliés. Mais la menace irakienne est telle que les responsables du Pentagone ont obtenu de renforcer leur contingent de 100 000 GI supplémentaires et de transférer 2 nouvelles divisions blindées d'Allemagne, mieux équipées pour faire face à une agression chimique éventuelle. Pour la plupart, ces militaires sont des engagés volontaires qui ont signé un contrat de 2, 3 ou 4 ans, après bien souvent des études universitaires. C'est le cas de ces hommes et de ces femmes du célèbre 1er régiment de cavalerie, accueilli par sa batterie fanfare venue elle aussi de Fort Hood, Texas. D'autres unités opérationnelles sont acheminées plus au nord, sur des bases stratégiques saoudiennes, où sont déployés des moyens considérables en hommes et en matériel de toutes sortes. Certaines unités très spécialisées sont enfin prépositionnées dans le désert, reliées entre elles comme une immense toile d'araignée. La 197e brigade que commande le colonel Reed est prête quant à elle. Si vous me demandez si les soldats sont déjà prêts au combat, la réponse est oui. Notre mission, c'est la paix, mais si la guerre éclate, nous combattrons. En attendant, l'entraînement se poursuit le jour sous un soleil de plomb. La nuit, les exercices se multiplient pour que ces hommes soient opérationnels dans les meilleurs délais. De son côté, l'état-major a ramené tout le confort possible. Tentes et véhicules climatisés, douches, toilettes, économas, un programme spécial à la radio et à la télévision et 2 jours de permission tous les 15 jours. La machine américaine a été longue à mettre en place, mais elle semble aujourd'hui prête à fonctionner. Après la colère, la tristesse des chrétiens du Liban, les obsèques de la famille Chamoun
massacrés il y a quelques jours ont eu lieu aujourd'hui. 10 à 15 000 personnes ont suivi en silence les 4 cercueils blancs de Dany Chamoun et de sa famille. Un cortège impressionnant et une ambiance très lourde pour l'enterrement du leader chrétien assassiné, Marc Mémon. Visage grave marquant la consternation mais aussi la peur, près de 10 000 Libanais ont défilé aujourd'hui derrière les 4 cercueils blancs de Dany Chamoun, de son épouse et de ses 2 enfants assassinés dimanche dernier. Le dirigeant chrétien et ses proches ont été enterrés à Der el-Kamar, dans la montagne du Chouf, en présence du chef druze Walid Jumblat et des militants du Parti socialiste progressiste. Sur le parvis de l'église, un chœur chantait la liturgie maronite. De nombreuses délégations de villes chrétiennes du Liban Nord sous contrôle syrien et du Sud Liban sous contrôle israélien sont venues saluer une dernière fois les dépouilles de la famille Chamoun. Le Premier ministre libanais Selim Oz et le président du Parlement n'étaient pas présents aux obsèques mais se sont fait représenter. Les diplomates occidentaux, dont l'ambassadeur de France au Liban, faisaient partie du cortège. Le Liban a perdu une promesse de paix, a crié une vieille femme qui participait à la cérémonie. Le mystère de la disparition du pasteur Doucet sera peut-être éclairci. Un cadavre a été découvert en forêt de Rambouillet et il pourrait peut-être s'agir du pasteur. Après la découverte du corps, le juge d'instruction a en effet aussitôt commandé une expertise et d'après les premiers résultats, il s'agit très probablement du corps du pasteur Doucet. Les causes de la mort et l'identification du corps seront connues dans quelques jours après des analyses définitives. Reportage à Rambouillet de Jean-Marc Pitt. C'est un retraité de 68 ans qui a fait cette macabre découverte. Habitant à Bullion dans les Yvelines, il se promenait le 17 octobre dernier dans le parc naturel de la vallée de Chevreuse, à proximité de son domicile, à la recherche de champignons. À quelques dizaines de mètres d'une départementale, il a vu, couché sur le ventre, un cadavre entièrement nu. Le parquet de Versailles s'est aussitôt mis en quête des diverses disparitions survenues ces derniers mois dans la région parisienne. Très rapidement, le nom du pasteur Doucet est apparu. Le corps présente, quant à la taille du cadavre, quant à l'état de décomposition, certaines caractéristiques qui permettent de faire un rapprochement avec le pasteur Doucet, mais pour l'instant, on ne peut absolument pas confirmer qu'il s'agit du pasteur Doucet. Il y a d'autres hypothèses peuvent être envisagées, mais pour l'instant, non, il n'y en a pas d'autres. Le pasteur Doucet est porté disparu depuis le 19 juillet dernier. Ce soir-là, 2 hommes sont venus le chercher à son domicile parisien. On ne l'a jamais revu. Pasteur déchu, spécialiste de la minorité homosexuelle, Joseph Doucet faisait depuis quelques semaines l'objet d'une enquête des renseignements généraux. L'inspecteur Jean-Marc Dufour était particulièrement chargé de cette investigation. Entendu à plusieurs reprises par la brigade criminelle, aucune charge n'a pu être retenue contre lui dans cette affaire. Privés d'inculpés et de mobiles, les enquêteurs ont peut-être enfin un cadavre. Le résultat des expertises pratiquées sur le corps le diront dans quelques jours. La rue envahie à nouveau par les lycéens, ils étaient gais mais déterminés. 2 objectifs pour eux aujourd'hui, mobiliser tous les établissements et organiser leur mouvement. Premier pari gagné, ils étaient plusieurs milliers à défiler dans les rues de la capitale mais aussi en province. Du côté de l'organisation, tout est encore à faire. La coordination a été complètement dépassée par l'ampleur du mouvement. Nathalie Darigan et Edmé Poupard sont partis du lycée de Montreuil, le plus mobilisé dans la région parisienne. Rendez-vous devant la mairie à 13 h. Les lycéens de Montreuil sont fin prêts. Objectif, être les plus nombreux possibles à Paris. Leur grande peur, la récupération de leur mouvement. Les lycéens, là, ils ont pris le mouvement d'eux-mêmes, quoi. Hein. Et maintenant, c'est eux qui contrôlent entièrement le mouvement. Contrôler le mouvement. En arrivant en place d'Enfer Rochereau, Christophe et ses camarades s'aperçoivent de l'ampleur de la tâche. Une trentaine d'établissements de la région parisienne ont répondu à l'appel. Plusieurs milliers de lycéens sont déjà là, motivés, impatients, euphoriques. Euphoriques mais pas naïfs, tous restent très déterminés, ils veulent faire entendre leurs revendications. Les raisons, c'est 40 par classe, c'est des locaux pas toujours acceptables et des profs qui manquent, plein de choses comme ça qui s'accumulent et aujourd'hui c'est vraiment l'explosion. L'explosion, cet après-midi, les lycéens ont montré leur force par leur nombre, au moins 10 000 manifestants, et par leur volonté d'être entendus. Après quelques discussions animées, plusieurs délégués de la coordination des lycéens ont obtenu d'être reçus par des députés toutes tendances confondues à l'Assemblée nationale. La meilleure chose qui me semble à faire maintenant, c'est continuer la pression, d'autant plus que les vacances approchent, et d'appeler à une manifestation pour vendredi. Rester mobilisés, s'organiser, la coordination des lycéens est en ce moment même réunie pour en discuter.
Plus de moyens et moins de violence dans les lycées qui se trouvent notamment dans les cités, c'est la préoccupation des lycéens, préoccupation légitime. Justement, de nouvelles violences ont eu lieu en banlieue parisienne. Aujourd'hui, une école maternelle du Val d'Oise a été entièrement saccagée la nuit dernière par des vandales. À Grenoble, après la mort par overdose d'un toxicomane de 22 ans, une quarantaine de jeunes ont incendié des voitures et brisé des vitres pour exprimer leur ras-le-bol. Cette montée de la violence a incité le gouvernement à prendre récemment plusieurs mesures. 7 au total. L'une d'entre elles porte sur la création de brigades anticriminalité. Il s'agit de super gardiens de la paix, triés sur le volet et circulant en civil. Jean-François Gringoire et Philippe Poncet les ont suivis en Seine-Saint-Denis. Si on enlève les infractions, je pense que déjà, on va vous gâcher votre mois. Hein, alors, n'en rajoutez pas trop quand même. La Seine-Saint-Denis et ses cités, la nuit. Une ambiance glauque, animée d'histoires tristes. C'est l'univers des BAC, les brigades anticriminalité. Vol de voitures, de motos, cambriolage, agression, drogue. Les hommes des BAC ont surtout affaire à des jeunes délinquants. Encore là-bas. Eux, ils ont acheté. Ils ont acheté? Ah, je pense qu'ils étaient avec. Ah, ça y est, on contrôle ça. Le scooter est parti, On contrôle ça tout de suite. Trop tard. Les dealers ont réussi à disparaître dans l'obscurité. Et sur les deux acheteurs, quelques grammes de hashish seulement, tout juste de quoi rouler un joint. Combien? Contrôle d'identité sur le terminal embarqué et destruction immédiate de la drogue. Les acheteurs ne seront pas plus inquiétés. La priorité ici, c'est de coincer les vendeurs. À 130 km/h dans les rues de Saint-Denis, les 3 policiers quittent la détresse des jeunes de la cité pour le drame sordide d'une affaire criminelle. 2 femmes ont été attaquées à coups de couteau et gisent sur le trottoir. 2 hommes les entourent, le mari et le concubin, et ils racontent que les agresseurs se sont enfuis à bord d'une voiture grise. C'est ma soeur, c'est ma femme. J'ai 2 enfants avec elle. Et vous connaissez les agresseurs Absolument pas. Si je les connais, ils ne seront pas là. Les 2 femmes confirment ces propos par crainte des représailles, mais les hommes de la BAC 12 vont vite relever l'incohérence des témoignages. Le drame s'est en fait déroulé dans l'appartement. Les 2 hommes ont ensuite redescendu leur victime dans la rue pour faire croire à une attaque de voyous. Cette mise en scène minable conduit les 2 individus au commissariat de Saint-Denis. Là, les policiers de la BAC rédigent leur rapport pour la suite de l'enquête avant de reprendre ensuite leur ronde de nuit. Séquence cinéma pour se détendre un peu avec un personnage rare, une vie incroyable, un acteur connu, sympathique et de gros moyens. Le film d'Alain Maline, Jean Galmo, Aventurier, retrace en fait une histoire vraie. Celle d'un aventurier, homme d'affaires et humaniste devenu roi de la Guyane. Un très grand rôle pour Christophe Malavoie. Le film était très attendu. Il fait son entrée aujourd'hui dans les salles. Thierry Stampfler l'a vu pour vous. Ai-je choisi ma destinée? Un jour je suis parti. Une force me poussait. Dans cette Guyane inconnue, dans cette fin du monde où le hasard m'a poussé, j'ai cru trouver ma prison. Le souvenir de Jean Galmo reste vivace en Guyane, alors qu'en métropole, son nom est tombé aux oubliettes depuis fort longtemps. Dans la société coloniale de l'époque, il fut à la fois un homme d'affaires prospère et l'initiateur principal de l'émancipation de la population noire. Bref, l'homme à abattre pour les autorités de l'époque. Il arrive en Guyane en 1906 avec sa petite valise et un titre simplement comme quoi son beau-père possédait une concession d'or. Et puis il va être immensément riche, il va tout perdre, il va faire de la prison, il va être élu député de la Guyane. Et puis il va se battre surtout à côté de ce qu'il appelle ses frères noirs. J'ai décidé d'être candidat aux élections législatives. Alain Maline a bénéficié d'un budget très important. Son film manque pourtant du souffle que l'on pouvait espérer d'un sujet aussi passionnant. Reste l'interprétation de Christophe Malavoie, qui, sans effet de manche, habite littéralement un personnage qui garde encore aujourd'hui une bonne part de mystère. Cette naïveté, en même temps cette audace dans le regard, cette façon insistante de regarder les gens, de les séduire, de les embarquer aussi dans un rêve. Il disait que ma vie n'est qu'un long rêve éveillé. Finalement, cet homme-là a passé sa vie à réaliser ses rêves. Pour ceux qui aiment le foot, Monaco s'est bien comporté à Odessa en Union soviétique dans la Coupe d'Europe. 0-0, match nul, fin de ce 19-20, rappelle les titres.
Libération prochaine des otages français détenus en Irak et au Koweït. Certains placés sur les sites stratégiques viennent d'être transférés à Bagdad. La classe politique se félicite de cette décision de Saddam Hussein, mais ne se démarque pas de la solidarité internationale. Tous les ressortissants étrangers doivent être libérés sans condition. La forêt de Rambouillet, le 18 octobre, un retraité découvre un corps en état de décomposition. Il s'agirait très probablement du corps du pasteur Doucet, disparu depuis 4 mois. Des milliers de lycéens dans les rues des grandes villes de France, ils en ont ras-le-bol du manque de moyens, du manque d'enseignants et de la montée de la violence dans les lycées. Cet après-midi, une délégation a été reçue à l'Assemblée nationale par un groupe de députés. Et un télégramme arrive à l'instant du Proche-Orient. L'aviation israélienne vient de mener un raid sur le camp palestinien de Rachidieh, situé à près de 80 km de Beyrouth. Une information qui sera bien sûr développée dans Soir 3 à 22h20, présentée par Marc Hautement. Avant cela, la marche du siècle de Jean-Marie Cavada avec la deuxième partie du document Poussière de guerre. Et tout de suite, la météo de Michel Touré. Fin de ce 19-20. Bonne soirée sur la 3. Demain, 19h. Bonsoir.